Zectetic, zectetic. Zectetic, zectetic. Allez, bonjour Timothée, bienvenue sur la chaîne Débat l'Instant Réflexion pour faire donc un entretien débat où on va parler de ton cœur de métier que je te laisserai présenter après bien sûr. Avant tout, je vais te demander Timothée, s'il te plaît, de te présenter. Donc bonjour à tous, je m'appelle Timothée Prel, j'ai 23 ans, bientôt 24 d'ici un petit mois. Donc j'ai eu un diplôme d'ingénieur l'an dernier, et maintenant je fais une thèse, donc une thèse CIFRE, pour ceux qui connaîtraient éventuellement. C'est comme une alternance, donc pour un doctorat, dans le but du coup, dans un peu moins de 2 ans, d'avoir un diplôme donc, dans le domaine de l'informatique quantique, qui est le thème du jour. Alors, tout à fait, donc tu l'as bien signalé, le thème du jour c'est donc l'informatique quantique. Dès qu'on va parler de quantique, tout le monde va avoir peur. Moi le Pas premier. forcément. Moi le premier. Alors, c'est le domaine de tous les fantasmes, c'est le domaine de tous les mystères. C'est le domaine des nouvelles technologies d'aujourd'hui, je pense qu'on en parlera ça aussi, des avancées qu'on peut voir aujourd'hui. Bref, le mot quantique englobe plein de choses. Alors, on va commencer, si tu veux bien, Timothée, justement, ce petit entretien débat en demandant justement déjà ton cœur de métier, enfin ton secteur d'activité, je vais plutôt le dire comme ça, de recherche, de travail, enfin, de ta thèse, Oui. si j'ai bien suivi, de ton doctorat donc, c'est l'informatique quantique, c'est bien C'est ça. l'intitulé. D'accord. Oui. Alors, définis-nous justement déjà une définition sommaire. Qu'est-ce que l'informatique quantique? Ok, donc l'informatique quantique, la définition que j'en ai, c'est la mise à profit des propriétés de la physique quantique pour réaliser des opérations logiques. Donc tu vas te rendre compte dans ce débat que souvent je vais dire une phrase et ça va réintroduire une définition que je vais redéfinir à la suite. C'est un peu le t'ouvres une porte qui en ouvre trois, tu vois. Pour parler très simplement de ça, donc je dis donc la mise à profit des propriétés de la physique quantique. Donc pour résumer très rapidement ce que c'est, globalement en 1900, les physiciens ils pensaient avoir à peu près tout compris et il manquait peut-être un ou deux éléments à expliquer. Et parmi ces éléments, il y a la physique quantique qui, elle, pour le coup, ils ont ouvert une petite porte et se sont rendus compte qu'il y avait des milliers d'autres choses à réétudier derrière. Donc pour exprimer ça très simplement, donc on a un monde qui est composé de plein d'éléments, plein de petites briques élémentaires de matière. Donc il y a les électrons, les photons qui composent la lumière. Et ce qu'ont dit les physiciens quantiques, c'est que il y avait c'était pas, on va dire, il n'y avait pas que des ondes ou que des particules. Il y avait, non, je vais peut-être redéfinir ça, peut-être le dire différemment, Vas-y. si tu me permets. Ah ben, c'est ton interview, c'est toi qui vas dire ce que tu as envie de dire. Donc, pour définir ce qu'est la physique quantique, donc au début du XXe siècle, il y avait un ensemble de connaissances sur le monde en général, et quelques scientifiques sont arrivés en disant, mais ça marche pas exactement comme ça. Au lieu d'avoir donc un milieu qu'on appelle continu, donc c'est compliqué, on peut pas subdiviser, on peut pas comment dire, séparer les éléments de la matière en petites briques. Les physiciens quantiques, donc le terme quantique vient de quantifier, de quantité, et on dit qu'il y avait des petites briques élémentaires, donc des petites particules, des Est-ce petits que niveaux est-ce que c'est d'énergie. ça qu'on appelle les fameux quantas? Oui, ça vient de là. D'accord. En fait, physique quantique, c'est physique des quantas. Donc tout est quantifié. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a remis en question énormément de choses. Beaucoup de scientifiques pensaient qu'il y avait un milieu qu'on dit donc continu, donc c'est où il y a plein d'éléments, il y a plein de petites valeurs très précises qui se suivent. Et on est passé à un monde qu'on appelle discret. Donc en mathématiques, ce qu'on appelle discret, c'est une suite d'éléments. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est possible de les compter individuellement. Et donc à partir de là, ça a amené à plein de propriétés de la physique, dont les propriétés qui sont utilisées dans les ordinateurs quantiques. Donc, je vais faire un raccourci assez rapide, mais vu qu'il y a cette quantification des éléments, même pour tout ce qui a un comportement d'onde, donc comme la lumière, donc comment dire, les photons se propagent et sont les particules de lumière,
mais elles ont aussi une propriété d'onde. Et donc, un des principes fondamentaux de la physique quantique, c'est la dualité onde-corpuscule. C'est de dire que lorsque tu as la lumière, c'est à la fois composé de petites particules, de petites granules de matière, mais aussi ça a un comportement tout comme une onde. Et donc à partir de là, on a pu commencer à se dire comment est-ce que se comporte la matière, sachant que tout l'univers se comporte de cette manière-là. Tout l'univers se comporte de cette manière-là. Les anciennes équations de physique marchent si on cherche à traiter un problème de mécanique, si on cherche à faire fonctionner un moteur, si on cherche à calculer la trajectoire d'une fusée, ça fonctionne parce qu'on est sur des très grandes échelles d'objets. Mais si on s'intéresse, si on zoome dans la matière et qu'on prend uniquement des petits éléments, vraiment à l'échelle des atomes, des molécules, on va se rendre compte que ça ne se comporte pas exactement comme les physiciens l'avaient pressenti avant. Et donc c'est sur cet axe-là qu'on a commencé à trouver un grand nombre de propriétés, dont une qui nous intéresse beaucoup, enfin deux, peut-être même deux qui nous intéressent beaucoup, que sont donc la superposition d'états quantiques et l'intrication quantique. Et donc là déjà, bon, d'un point de vue zététique, c'est la porte ouverte à énormément de choses. Oui. Alors, pour redéfinir ce que tu venais de dire juste avant donc d'arriver dans ce cœur de choses, donc en gros, pour simplifier l'idée, les choses en général dans le monde, dans ce qu'on appelle macro, fonctionnent. Voilà. Ça. Mais dès qu'on vient dans l'infiniment petit, je vais utiliser des termes faciles pour que tout le monde comprenne, dès qu'on vient dans l'infiniment petit, on se rend compte que ce qui fonctionne dans l'infiniment grand ne marche pas pareil. En tout cas, on se dit l'infiniment petit ne s'explique pas forcément par l'infiniment grand. En fait, là où c'est assez impressionnant et extrêmement contre-intuitif quand on regarde, c'est justement, il y a une fameuse citation d'Einstein, donc je vais te parler très rapidement d'un débat qu'il y avait eu entre les physiciens à l'époque. Donc d'un côté, tu avais Einstein, Podolsky et Rosen, donc trois scientifiques éminents du début du XXe siècle. Et en face de ça, tu avais Niels Bohr. Donc les quatre ont fait des travaux notables en physique quantique, mais aussi en relativité générale. Et donc c'est les deux pans. Donc à l'heure actuelle, il y a deux zones d'ombre en physique. Enfin, qu'on ne sait pas complètement expliquer. Il y a le très très petit, qui est la physique quantique, et il y a le très 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 grand, qui est la relativité. Donc c'est les interactions entre les galaxies, les interactions gravitationnelles entre les objets extrêmement lourds. Bref, ça pour dire que c'est des scientifiques éminents qui ont travaillé sur ces sujets-là. Donc en physique quantique, il y avait un débat entre Bohr et Einstein, pour simplifier, et ce qui a donné lieu à une célèbre phrase d'Einstein, qui est « Dieu ne joue pas au dé ». Donc Einstein n'était pas spécialement croyant, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la nature. La nature ne se définit pas par le hasard. Sauf que dans la finalité et dans l'état des connaissances actuelles, c'est plutôt Niels Bohr qui avait raison et Einstein qui avait tort, sur ce point-là précis. C'est-à-dire que à la base de la base de la base de la matière, on se rend compte qu'il y a des aspects probabilistes. On se rend compte que les particules élémentaires ont un comportement global qui a une forte probabilité d'advenir, mais que des fois, ils ont des comportements qui sont un peu différents. Et donc, faut que tu imagines que si tu te balades dans la rue, tu vas aller d'un point A à un point B. Logiquement, tu vas choisir le chemin, la ligne droite, mais que rien ne t'empêche d'un coup de te dire bah, j'aimerais bien aller voir le jardin ou aller passer chez le boulanger avant, et tu vas faire un chemin qui est différent. Donc de manière générale, tu vas quand même partir de ton travail et rentrer chez toi, mais c'est possible que des fois tu prennes des chemins un peu alternatifs. Et donc ce qui se passe, c'est que vu que ça agit à des très très petites échelles dans la matière, et que il y a des milliards et des milliards d'atomes dans ce que c'est une tasse de café ou je sais pas quoi, si tu vas lancer une balle par exemple, une balle est composée de milliards d'atomes, et donc du coup si tu lances cette balle, elle va avoir un comportement qui va être simple, on va dire. Elle va suivre les lois de la physique de base, les lois de Newton que tu vois au lycée, c'est-à-dire vraiment juste suivi de trajectoire de la balle. Mais si tu t'intéresses à la physique quantique, c'est possible que quelques atomes de cette balle aient des comportements un peu différents. Mais vu que dans la globalité, il y a beaucoup trop d'éléments pour qu'il y ait un comportement de cette balle qui soit aberrant, et dans la globalité, la physique quantique ne se manifeste pas. Je ne vais pas dire qu'elle ne s'applique pas, mais elle ne se manifeste pas à une échelle suffisante pour la mesurer. Voilà, c'est ça. Donc, elle se manifeste, mais on n'a pas, nous, et encore moins à l'état humain, la possibilité de cette perception c'est ça. de ces comportements.
Ce qui est fou, c'est que tu peux te dire qu'à l'heure actuelle, tout ce que tu as autour de toi a un comportement probabiliste. Mhm. Même voilà, le divan sur lequel tu es assis, rien ne Me t'empêche. fais pas Alors, tomber par terre, s'il te c'est plaît, hein. ça, c'est ça. C'est que peut-être que un des atomes qui est censé te porter décide que non, ça va pas être le cas. Alors c'est des probabilités qui sont extrêmement faibles. Faut pas non plus, faut pas extrapoler. C'est-à-dire qu'on n'est pas, tout n'est pas. C'est justement ça qui est un petit peu la porte ouverte à beaucoup de choses. C'est de dire que dans l'absolu, ça peut avoir tous les comportements et dans tous les états possibles à la fois. Il y a quand même des très fortes probabilités. Mais par exemple, tu vois que, non, peut-être pas rentrer dans Alors, ces détails-là. excuse-moi, mais Oui, comme on avait dit, hein, je te coupe quand il y bien a une sûr. idée qui est à creuser, mais tu parles de probabilité, tu dis, si on reprend l'idée du divan sur lequel je suis assis, il y a un atome qui décide de ne pas me porter. Oui. euh, donc déjà, c'est une probabilité euh, plus élevée qu'il se comporte comme les autres, d'accord? Oui, c'est Et ça. Ou même qu'il se sinon, comporte comme il est défini de base, on va dire. voilà. Mais Alors en tout quand cas, je fais un immense, t'as conscience que je oui, fais un, oui, oui, je oui. dis quand même, je fais un immense raccourci en disant ça. Oui, mais Quand on c'est est bien plus compliqué d'accord que que ça. même là, par rapport au nombre incalculable d'atomes, Mhm. les probabilités pour qu'il y en ait un qui se comporte pas comme les autres, elles sont aussi faibles. Ou c'est chacun qui aura, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends mon idée? En fait, il y a tellement d'atomes que c'est même si c'est la loi de Murphy, tu vois, même si c'est extrêmement faible, il y a quand même, il y a tellement d'atomes que ça suffit à ce que peut-être que ça arrive un. Mais c'est pareil, il faut aussi parler d'échelle de temps. Ça veut dire que ce dont je te parle, c'est à un instant donné, tu prends une photo de l'ensemble des atomes. Alors, on verra qu'il y a une notion de mesure en physique quantique qui a encore Oui, à traiter, qui va oui, faire que qui est spécifique, puisque justement la mesure, bon, on en parlera après, mais la mesure perturbe un peu, etc. Je pense en qu'on fait, en c'est même parlera. la nature de la mesure. La nature de la mesure. On peut en parler rapidement, mais en fait, qu'est-ce que tu fais? C'est drôle parce que c'est ce que disait un des prix Nobel de cette année, enfin 2022, qu'il a reçu l'an dernier. On lui avait demandé de définir ce qu'était un photon, et il avait répondu que c'est ce qui fait faire clic à un détecteur. C'est drôle parce que c'est un gars qui a passé sa vie, il a 75 ans maintenant, donc il a peut-être même un peu plus. Donc Anton Zellinger. Il a passé sa vie à travailler avec des photons et la définition à laquelle il est arrivé après plus de 50 ans d'études, c'est ce qui fait faire clic à un détecteur. Et c'est un petit peu ce qui caractérise la physique quantique. C'est on a des systèmes qui sont probabilistes et il y a uniquement lorsqu'on le mesure qu'on sait vraiment qu'il y a l'objet, qu'on sait vraiment le caractériser. Mais là où c'est intéressant, c'est que la notion de mesure en physique quantique, c'est l'interaction avec l'extérieur. Quand tu vas observer, quand tu vas mesurer un photon, tu vas simplement prendre quelque chose qui est capable de détecter ce photon. Et tu vas recevoir ou non un photon, et du coup, tu vas avoir un petit courant électrique qui va le détecter, ou tu vas avoir une petite diode qui va s'allumer. Tu vas avoir quelque chose qui va faire interagir le photon avec un autre élément. Et tu vas savoir que tu as un photon. Et ben, la mesure en physique quantique, plus généralement, c'est l'interaction avec l'extérieur. C'est une notion qui est un petit peu subtile, je trouve. Mais c'est pas parce que tu es un être humain et que tu vas créer une machine capable de capter les photons, ça va créer une mesure. La mesure, elle arrive tout le temps. C'est-à-dire que ton œil va mesurer les photons qui arrivent à ton. Le fait même que je vois à l'écran à l'heure actuelle, c'est une mesure de mon œil de l'ensemble des photons qui sont émis ou réfléchis par mon environnement. Et même si tu veux, par exemple, un exemple assez simple, c'est que, bon, on en parlera plus tard, mais dans les ordinateurs quantiques, tu as des courants électriques qui passent. Et souvent, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'il n'y ait absolument aucune résistance électrique. Donc tu vas avoir tes électrons qui vont passer dans ton câble, ils vont aller d'un point A à un point B. Il faut savoir que dans les fils électriques, même s'il n'y a pas de résistor ou de résistance, il y a quand même une petite perte du courant Mhm. électrique. C'est ce qu'on a, est-ce que c'est ce qu'on appelle les supraconducteurs, c'est ça? C'est On est ça. sur cette idée-là? On est sur l'idée d'un supraconducteur n'a aucune résistance électrique. Et c'est un vrai zéro, si tu veux. En physique, des fois, on dit que c'est négligeable. La supraconductivité, s'il y a vraiment absolument aucune résistance. C'est là qui est intéressant. Tout ça pour te dire que, du coup, dans le fil, si il y a de la résistance, ça veut dire que les électrons vont avoir du mal à se propager dans le câble. Mais, du coup, ça implique qu'il y a des électrons dans le câble. Et ça, c'est déjà une mesure. Donc c'est pour ça qu'on ne doit absolument pas avoir de résistance, par exemple, dans certains types d'ordinateurs quantiques. C'est que si le simple fait que l'électron passe dans le câble et puisse générer une toute petite chaleur, bah cette chaleur, elle va sortir du système, elle va être mesurable, et ça va suffire à dire qu'on a une mesure dans l'état, et qui ne va pas permettre de mener le calcul à bien. Bon, ça, on détaillera un petit peu plus tard.
Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin, donc en physique quantique, on a cette superposition d'états qui amène à une notion probabiliste dans l'état d'un système. Et si nous, êtres humains, voulons l'exploiter pour faire des calculs, il faut qu'on soit en mesure d'isoler le système suffisamment longtemps pour bidouiller les probabilités. C'est ce que fait un ordinateur quantique. C'est cool parce que du coup, naturellement, j'y arrive. L'ordinateur quantique, du coup, il va mettre à profit donc cette propriété fondamentale de Alors, attends, superposition. excuse-moi, mais Oui, avant pas de souci. d'entamer ce sujet, puisqu'on est quand même passé en gros, de ce que c'est que le quantique en donnant quelques idées, Mhm. à l'ordinateur quantique. Oui. Donc, l'informatique quantique, justement, a bénéficié des recherches sur les lois de physique quantique, Oui. justement, où on s'est dit que, bon, alors arrête-moi si je me trompe, mais en gros, l'idée, pour poser le chapitre, hein, si tu veux, l'idée, c'était de dire, bah voilà, avec les nouvelles recherches enfin, les nouvelles avancées sur la physique quantique, on a pu trouver des idées pour faire, d'abord avant tout, du meilleur matériel. Donc, on parlait de Oui, supraconducteurs, par exemple. Voilà. c'est ça. Donc, l'informatique quantique s'est dit, bah tiens, on peut se servir de ces matériels, on parlera en logiciel après, mais on peut se servir de ce matériel maintenant, on va dire, basé sur les recherches quantiques, pour créer des ordinateurs qui seront beaucoup plus puissants. Ça, je te laisserai C'est ça. définir vraiment ce qu'on Ouais, entend par. Voilà. Et du coup, on a créé donc des ordinateurs de l'informatique quantique, donc à partir de ces matériels-là, où on a pu trouver, par exemple, hein, entre autres, mais pour fixer l'idée, des supraconducteurs, etc. c'est Donc ça. Alors, pour te refaire éventuellement une petite chronologie, je te laisse voilà, peut-être ce serait pas finir, mais mal. voilà. Je te laisse faire. Donc j'avais dit, donc j'avais parlé de Podolsky, Rosen, Einstein, Bohr. Donc ça, c'est des physiciens éminents. Il y a alors c'est peut-être un biais parce que ça, c'est mon domaine et, euh, et que voilà, ça fait à peu près un siècle. Mais le début du XXe siècle, en termes de recherche scientifique, ça a vraiment explosé. Il y a eu énormément de théories qui ont été faites. Il y a une conférence, alors une photo célèbre dans le milieu scientifique, qui est la conférence de Solvay en 1927, où tu as littéralement le gratin des physiciens, mais il y a un immense nombre de prix Nobel, de physiciens, etc., qui sont tous réunis ensemble à Solvay, du coup. Et donc voilà, il faut te dire que la physique quantique, elle a commencé avec donc quelques travaux à la fin du 19e siècle. Elle a vraiment été formalisée au cours du 20e siècle. Et notamment, donc, la fameuse année 1906 où Einstein a fait 4 ou 5 papiers de recherche éminents. Donc c'est drôle parce que vraiment c'était des travaux majeurs. Et là où tu as beaucoup d'articles scientifiques qui se déclinent en des dizaines et des dizaines de pages, lui il a fait quelques pages à chaque fois pour ses travaux. Mais c'était des travaux majeurs qui ont mérité le prix Nobel. Il a failli d'ailleurs en avoir deux, ce qui est exceptionnel dans le monde. Et du coup, il faut savoir que Einstein, même si on parle beaucoup de relativité et d'espace avec Einstein, il a eu son prix Nobel pour l'effet photoélectrique, qui est du coup le fait, qui est une des bases de la mécanique quantique, et qui dit que le, euh, un photon émet une quantité finie d'énergie. Donc voilà, bon, sans rentrer trop dans les détails, il a quantifié, ces travaux ont quantifié, donc par rapport à la longueur d'onde du photon, l'énergie qu'émettait un photon. Il a du coup défini précisément, il n'a pas dit que c'était à peu près une variable continue qui fluctuait, il a donné une valeur précise de l'énergie d'un photon. Bref, donc il y a eu ces travaux, donc au début du XXe siècle, et ensuite il y a eu plusieurs décennies où ils ont cherché un formalisme pour la physique quantique, c'est-à-dire qu'ils ont cherché des équations qui régissait la physique quantique. Donc, parmi les équations, donc, il y a la fameuse équation de Schrödinger, qui est connue pour le chat de Schrödinger. Il y a aussi Dirac, qui est une version un peu modifiée de l'équation de Schrödinger, mais qui fondamentalement veut dire la même chose. Donc, c'est Paul Dirac, c'est un autre physicien du XXe siècle. Et ensuite, il y a eu cette suite de formalisme, et un jour, des gens se sont demandé est-ce qu'on ne pourrait pas calculer? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir pour faire des calculs? Mais le problème qu'avaient les gens qui pensaient que c'était possible de calculer avec, c'était justement ce débat qu'il y avait eu entre Bohr et Einstein. Donc là où donc c'était ce débat sur Dieu ne joue pas au dé, mais il y avait un autre paradigme, une autre question dans le domaine, qui était lorsque du coup tu vas avoir ton système donc d'éléments quantiques comment dire, lorsque tu vas avoir ce système dans un état quantique, est-ce que il y a des variables cachées?
est-ce que, donc, du coup, tu vas avoir ton ensemble, mais on va prendre des atomes. Tu vas avoir tes atomes, tu vas, du coup, créer une superposition d'états, donc tu vas un peu arrêter de les regarder, pour être très simple. Tu vas les laisser interagir entre eux, et ensuite tu vas les mesurer. Donc mettons, tu vas avoir des atomes, tu vas avoir une boîte noire, ils vont pouvoir se déplacer où tu veux dans la boîte. Donc tu vas avoir un certain temps, et ensuite tu vas ouvrir la boîte et tu vas te dire où est-ce que sont les atomes dans ma boîte. Et ben, d'après Einstein, quand il a dit Dieu ne joue pas au dé, c'est qu'il a dit qu'au moment où tu allais fermer la boîte, le dernier instant où tu vas observer tes atomes, ben, il y aura encodé dans les atomes leur comportement à venir. Il y aura du coup une espèce de trajectoire préenregistrée, de comportement préenregistré, qui aurait été défini par l'ensemble des comportements qui sont passés avant, donc là, par la manière dont tu as mis les atomes dans la boîte, par les influences électromagnétiques qu'il y a autour de toi. Et lorsque tu vas isoler la boîte, même si c'est une vraie isolation, mais ils vont continuer à avoir un comportement qui sera issu de l'ensemble des paramètres précédents. Bohr n'était pas d'accord. Pour lui, pour Bohr, il y avait un comportement fondamental qui n'était pas explicable autrement que par des probabilités. Il n'y avait pas de variables cachées, il n'y avait pas d'éléments, comment dire, il n'y avait pas d'éléments prédéfinis. Le comportement, la nature même de la matière et des éléments qui étaient soumis, régis par les principes de la physique quantique, c'était qu'il y avait un hasard dans le comportement. Et donc à partir de là, il y a eu un débat qui a été tranché, la Cocorico, par Alain Aspect en 1984. Donc Alain Aspect, prix Nobel de physique avec Anton Zeilinger, qu'il a reçu en octobre 2022. L'an dernier, c'est le dernier prix Nobel. Et lui, il a créé une expérience qui, alors, je vais faire un abus de langage assez rapide parce que c'est plus compliqué que ça, mais qui a donné raison à Bohr et donné tort à Einstein. Au final, c'était un peu plus compliqué que ça, c'est un raccourci qui est souvent fait. C'est un peu plus compliqué dans les détails, mais voilà. Au final, on s'est rendu compte que lorsque donc, tu avais trois étapes, donc tu avais cet état où tu perdais, tu avais ce moment où tu perdais l'état du système, ensuite tu avais ce moment d'incertitude, et il y avait le moment de la mesure. Et bien, la conclusion des résultats de Alain Aspect, c'est que dans cette période d'incertitude, on pouvait interagir avec le système. On ne le mesure pas, mais on va modifier les probabilités, et avec des bonnes équations mathématiques derrière, on va être capable de faire du calcul. Et donc le travaux majeur, et c'est d'ailleurs l'intitulé du prix Nobel. Quand les gens reçoivent un prix Nobel, il y a un intitulé de pourquoi ce groupe de gens reçoit le prix Nobel. Et bien justement, c'est pour Anton Zeilinger, John Clauser et Alain Aspect, donc les trois qui l'ont reçu cette année. C'est pour avoir ouvert la voie à l'information quantique. C'est ça. Donc, ces travaux, donc notamment ceux d'Alain Aspect, ont permis de dire on est capable, donc dans ce laps de temps entre le moment où on perd l'état de notre système, où on va créer la superposition d'états, et le moment où on mesure, on est capable d'interagir avec le système, d'encoder des problèmes dessus, et ensuite de les calculer. D'accord. Donc, ça, en gros, c'est ce qu'on retrouve dans l'application du coup de l'informatique quantique, puisque revenons sur l'informatique quantique, du coup, l'idée de l'informatique quantique, c'est de pouvoir faire des calculs C'est ça. beaucoup plus élaborés que ce que faisait un ordinateur C'est ça. traditionnel. C'est ça l'idée. Oui. Donc, on a parlé de matériel, on parlera, je pense, de logiciel après. Mais alors, du coup, est-ce que tu peux nous donner un. Alors, je pense que l'informatique quantique, c'est grosso modo les 30 dernières. Alors, les grosses avancées, c'est 30 dernières années, on va dire à peu près, ou je me trompe? Théorique, c'est un peu plus vieux, mais on va dire que les premiers bidouillages de machines, c'est au XXIe siècle. D'accord. Le Donc, premier ordinateur quantique digne de ce nom, c'est 2009, au moins. d'accord. Entre 2005 et 2010, en fait. Donc, les dernières décennies. Alors, est-ce que tu peux nous donner déjà, aujourd'hui, un état des lieux, aujourd'hui, sur l'informatique quantique elle-même? On en est où? Qu'est-ce qu'on sait faire? Alors, à l'heure actuelle, on sait créer des systèmes dans une superposition d'états. Donc, ça reste bien inférieur à la seconde, le temps de maintien de cette superposition. Mais vu qu'on interagit avec des photons, avec des électrons, c'est les méthodes de contrôle, on pourra en parler un peu après si tu veux, donc le détail un petit peu mécanique de la machine. Mais à l'heure actuelle, on est capable de créer une superposition d'états avec plusieurs variables, on appelle ça des qubits pour quantum bits en informatique. Je vais garder ce terme pour la suite quand on va parler d'informatique quantique. Donc on est capable de superposer un ensemble de qubits
d'y appliquer ce qu'on appelle des portes quantiques. Donc c'est, pour ceux qui ont fait un petit peu d'électronique, c'est comme des portes logiques. Donc je sais pas si tu vois. Pas du tout. Ok. Je sais pas de quoi Quand, il parle. quand tu fais des circuits électriques, il y a des petites fonctions de base. Par exemple, ça va être la fonction E. Donc tu vas avoir deux fils de courant. Donc là, je te parle d'informatique classique, Mhm. d'électronique classique. Tu as deux fils de courant qui vont rentrer dans une petite boîte. Et uniquement si les deux fils de courant sont alimentés en électricité, alors il y a un troisième fil qui va sortir un signal. Et s'il n'y a que un des deux ou aucun des deux, il n'y a pas de signal qui va sortir. Il n'y a pas de signal électrique qui va sortir. Ça, c'est des portes logiques. Donc c'est des opérateurs, ça s'appelle la porte E, donc ET, donc il faut qu'il y ait le fil 1 et le fil B pour que ça respecte, on va dire, la logique de la porte et que ça sorte un signal. Donc ça, c'est les portes de base en électronique. Donc on a l'équivalent en porte quantique, simplement qu'on ne va pas manipuler des courants électriques, on va manipuler des probabilités. On va dire, donc si tu as deux qubits, une porte quantique, qui s'appelle la synote, donc je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, Non. mais va dire On va être que perdu. si le premier qubit est dans un état donné, alors le deuxième qubit, on va changer son état ou pas. Et donc ça va créer l'intrication quantique. L'intrication quantique, Oui. donc la superposition, c'est le fait qu'un système, donc un qubit dans un ordinateur quantique, puisse être à la fois dans l'état 0 et 1 lorsque tu calcules. Et l'intrication, ça va être conditionné, donc lorsque la mesure arrivera, mais ça peut être conditionné avant la mesure, la mesure d'un état sur une particule par rapport à l'état dont... Pardon, je vais reformuler. C'est conditionner la mesure de l'état d'un qubit à l'état d'un autre qubit. Et donc à partir de là, tu vas faire un système où l'ensemble des qubits vont être intriqués. Et donc tu vas pouvoir conditionner la mesure d'un qubit à un autre qubit, qui lui-même va être conditionné à un autre qubit, etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir... Donc, ce que je fais dans ma thèse, c'est des maths. C'est-à-dire que fondamentalement, je travaille pas directement sur la machine. Je ne travaille pas à améliorer la machine. Je travaille à prendre des problèmes mathématiques de base ou des problèmes connus en informatique et à les traduire pour qu'ils soient compatibles avec la machine quantique. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas du tout des systèmes, voilà, comme Skype où tu peux avoir quelque chose on appelle ça, alors c'est pas péjoratif, on appelle ça des choses qui sont haut niveau en informatique. C'est-à-dire que c'est des choses où ça demande énormément de choses derrière, ça demande de gérer un flux de connexion, ça demande rien que l'interface graphique que tu as avec les couleurs. Il y a des gens qui ont travaillé dessus et ça a demandé un développement et ça demande des routines et des routines et des routines encore en dessous pour développer l'ordinateur. En informatique quantique, on est vraiment à l'état de base. C'est-à-dire qu'on joue avec des petites briques, on va faire des interactions d'un bit à l'autre dans la mémoire. Si tu veux, là, à l'heure actuelle, on est de l'ordre des gigas, voire des téra bits d'informations possibles. Mais là, il faut imaginer que tu as un ordinateur qui a 100 bits. Alors, ces qubits, donc ces variables de l'ordinateur quantique, peuvent, par leur nature, encoder beaucoup plus d'informations que les bits classiques. Mais on a quand même toujours très très peu de variables et on est obligé de les faire interagir entre elles avec vraiment des opérateurs de base. C'est-à-dire que les portes logiques en électronique, c'est vraiment des opérateurs de base qui sont vraiment à la base de ton ordinateur ou de ton téléphone ou de n'importe quoi. Et ouais, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en informatique quantique, on joue avec ces petites portes logiques. Donc, si on veut traduire ça pour le commun des mortels Mhm. qui veut comprendre un petit peu, donc si on veut vulgariser, Mhm. l'idée aujourd'hui, c'est que l'informatique quantique devrait, ou elle le permet déjà, d'ailleurs, du coup, j'avoue que je ne connais pas l'état exact des choses, mais devrait permettre, en tout cas, c'est l'objectif, de faire des calculs beaucoup plus complexes C'est ça. qu'un ordinateur traditionnel, je veux dire comme ça, et je suppose aussi dans des temps beaucoup plus rapides, C'est ça. Alors, plus et plus vite. souvent c'est lié. C'est que les principaux facteurs limitants à l'heure actuelle sur les problèmes qui seraient intéressants à traiter avec l'informatique quantique, c'est que c'est pas tant une question de mise à disposition de ressources. À l'heure actuelle, il y a des immenses calculateurs. On l'a vu récemment avec GPT qui a demandé des milliards et des milliards de paramètres à optimiser. Donc, à l'heure actuelle, on est capable de traiter un très gros volume d'informations avec des ordinateurs. Le problème, c'est que certains problèmes en informatique, on considère qu'à l'heure actuelle, pour traiter une instance, donc une instance du problème qui pourrait être intéressante, ça prend littéralement l'âge de l'univers. On estime que le temps de calcul serait l'âge de l'univers.
Donc même si on va 100 ou 1000 fois plus vite avec l'informatique classique, bah, on va plus être sur l'âge de l'univers, on va être sur l'âge du Soleil. Après, on va descendre sur l'âge de la Terre et on va descendre sur peut-être l'apparition de la vie sur Terre. Donc, ça reste compliqué à l'heure actuelle de calculer ces problèmes. Et on sait qu'ad vitam, même si on multiplie beaucoup notre puissance de calcul, ça restera des temps de calcul qui seront colossaux. L'informatique quantique, elle a pour intérêt de paralléliser les calculs. Donc, un exemple que j'aime bien prendre pour expliquer ça, c'est le labyrinthe. C'est-à-dire que tu es au centre d'un labyrinthe et tu cherches à sortir du labyrinthe. L'informatique classique et les méthodes de machine learning, d'intelligence artificielle, toutes les méthodes à l'heure actuelle, même si elles peuvent paralléliser le calcul, bah ça va être, tu vas tester un chemin, tu vas voir qu'il n'est pas bon, du coup tu vas rebrousser chemin, tu vas tester un autre chemin, etc. Donc tu as des méthodes optimales, tu as des méthodes qui ont vraiment été poussées pour résoudre au mieux cela, pour sortir, pour trouver le meilleur chemin possible pour sortir du labyrinthe, mais ça reste des méthodes qui sont dites itératives. Donc tu vas avoir un ensemble de solutions, puis ensuite tu vas voir évaluer la qualité des solutions, ensuite tu vas retester les solutions à partir de ce que tu sais déjà, etc. L'informatique quantique, faut imaginer que tu vas partir du centre du labyrinthe, et que dès que tu vas avoir un embranchement, tu vas être capable de te diviser en deux. Tu vas être capable de traiter simultanément le chemin de droite et le chemin de gauche. Donc ce qui va se passer, c'est que bah, tu vas avoir un nombre de pas minimum pour sortir du labyrinthe, mais dès lors que, donc, du coup, que tu pars du centre, tu vas aller dans tous les endroits à la fois, grâce à la superposition d'états. Et au moment où tu vas atteindre la sortie, tu vas avoir résolu ton problème. Mais là où l'ordinateur classique, il va tester des chemins, il va se tromper plein de fois, etc., rien ne l'empêche de trouver le bon chemin du premier coup. Mais c'est très 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 peu probable. Bah, ce que va faire la physique quantique, c'est qu'elle va explorer tous les chemins à la fois. Enfin, ce que va faire l'ordinateur quantique, pardon, c'est qu'il va explorer tous les chemins à la fois. Et dès lors qu'il aura trouvé la sortie, il va directement y converger. Alors il faut les conditions de calcul adéquates, mais il faut que tu te dises que du coup, il faut que tu imagines que beaucoup de problèmes à l'heure actuelle, c'est ce labyrinthe. Ça veut dire que tu vas avoir un immense labyrinthe. Tu sais qu'il est extrêmement complexe et qu'il y a plein de chemins différents. Tu sais aussi que c'est pas possible de traiter tous les chemins. Donc c'est ce qu'on appelle la brute force, la force brute. C'est toi qui fais du self-défense, tu sais que c'est une méthode qui peut fonctionner mais qui n'est pas optimale et qu'on peut toujours trouver mieux que la force brute. L'idée, c'est du coup de trouver une méthode astucieuse pour résoudre le problème. Et ça, c'est ce que fait l'informatique classique pour résoudre le problème, mais ce n'est pas optimal. Et donc, ce que va faire l'informatique quantique, c'est être capable de faire un petit peu comme une force brute, c'est-à-dire que juste d'explorer tout l'espace, mais vu qu'il peut traiter toutes les combinaisons à la fois, ça va être d'explorer tout l'espace et de trouver la bonne solution. Et donc ça, c'est un problème de plus court chemin. Donc ça fait partie des problèmes qui sont documentés comme des problèmes difficiles à résoudre en informatique classique. Et donc, tu as d'autres types de problèmes. Tu as le problème d'ordonnancement, par exemple. Ça va être, tu as, comment trouver un exemple simple? Tu es le directeur d'un collège. Tu as 10 classes à faire de 30 élèves. Non, plutôt, tu as 300 élèves à placer dans 10 classes. Et donc, de base, déjà, c'est pas facile de trouver les bons arrangements. Mais maintenant, je te dis que tu dois respecter la parité, que chacun des élèves a noté à la fin de l'année qu'il aimerait bien être voisin avec telle personne et telle personne, que certaines personnes, du coup, font espagnol et d'autres font allemand, donc ce serait plus pratique qu'ils soient dans les mêmes classes. Je sais pas, tu as aussi une contrainte d'emploi du temps qui fait qu'une classe devra finir plus tôt que les autres. Et voilà, tu te rends compte que bah, si tu dois trouver toi, tu dois juste tester un emploi du temps, te dire ah oui, mais lui, ça l'arrange pas, il voulait être avec ce gars-là, donc il va pas être content, etc. Les parents vont venir à la sortie, enfin bref. Si tu dois trouver l'arrangement optimal, ça peut devenir très vite très compliqué. Donc ça, c'est un problème qu'on appelle d'optimisation combinatoire. Donc tu as énormément de combinaisons possibles. Dès lors que tu vas rajouter, donc dans cet exemple-là, un élève ou dans l'exemple du labyrinthe, que tu vas rajouter un chemin possible, tu vas multiplier le nombre de combinaisons possibles. Et donc ça va exploser le temps de calcul et c'est comme ça que tu peux arriver pour des résolutions à des âges de l'univers ou ça. Et donc l'informatique quantique, en parallélisant et en étant capable de traiter toutes les combinaisons d'arrangements à la fois, va beaucoup plus facilement trouver la solution optimale. D'accord. Alors, Je sais pas si j'ai été clair.
Oui, enfin, je suppose. Après, c'est de la vulgarisation. Donc, Oui, oui, mais c'est de la vulgarisation, voilà. N'hésite pas à me ah, dire de c'est revenir. toujours le principe, le problème de la vulgarisation de choses extrêmement compliquées. C'est toujours le même principe. Euh, donc, du coup, aujourd'hui, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur l'informatique quantique? Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, qui est déjà en cours aujourd'hui? C'est quoi l'état des lieux sur les Alors, machines quantiques? Alors, où est-ce qu'on retrouve de l'informatique quantique? Tiens, par exemple, si je pose cette question-là. Où est-ce alors, qu'on en retrouve aujourd'hui? alors, on en retrouve dans des supercalculateurs ou dans des laboratoires. D'accord. Voilà, Donc, c'est pas grand public encore. c'est pas grand. Alors, l'accès est grand public. Tu Mhm. peux, en renseignant ton adresse mail à une boîte privée, enfin, bref, c'est pas ça, mais tu peux, euh, tu peux avoir accès gratuitement à des simulateurs. Ça, c'est libre accès vraiment pour tous. Et éventuellement à du temps de calcul sur une vraie machine. Mais bon, là, on va rentrer dans qu'est-ce qu'est l'ordinateur quantique et quelles sont ses capacités à l'heure actuelle. Et là, on va vraiment rentrer dans le cœur de la zététique et dans l'esprit critique, parce que il y a deux choses. Pour moi, il y a enfin, comment dire, deux domaines liés à l'informatique quantique dans lesquels il faut vraiment éveiller son esprit critique. Le premier, bon, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, ça va être toutes les dérives qui sont associées au mot quantique. Ça, c'est pas vraiment le thème. Mais c'est aussi le fait que l'informatique quantique on va dire, est poussée par des entreprises et que ces entreprises ont besoin de montrer qu'elles ont des résultats. Parce que c'est business is business et il y a la culture américaine de fake it until make it. On va montrer, comment dire, on va dire qu'on y arrive pour avoir des financements jusqu'à ce qu'on y arrive vraiment. Et donc il y a beaucoup de communication qui est faite là-dessus et tu vas très souvent avoir des super résultats. Tu vas très souvent avoir donc cette notion qui revient beaucoup, donc la suprématie quantique ou l'avantage quantique, qui elle-même a une définition assez floue. Il y en a qui disent que c'est aller plus vite qu'un ordinateur quantique, qu'un ordinateur classique avec un ordinateur quantique pour un problème précis. Il y en a qui vont dire, c'est plutôt ma définition, ce serait de résoudre un problème avec l'informatique quantique qui est impossible à résoudre avec n'importe quelle machine classique. Ça ne veut pas dire que la machine classique pourra pas s'améliorer et un jour résoudre le problème, mais ce serait un instant T de dire, ok, comment est-ce que je dois résoudre ce problème? Bah, spontanément, tu vas dire, je vais le faire en quantique. Tu vas pas te dire, non, mais je peux faire quelque chose en informatique classique. Tu veux dire, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix que de le faire en quantique. Pour moi, ça, c'est la vraie suprématie quantique. Et on en a encore un petit peu loin. Peut-être 20, 30, 40 ans. À l'heure actuelle, ce qu'on a, c'est des petites machines avec quelques variables qui fonctionnent. Mais on a un problème de nombre de variables, donc de nombre de qubits dans la machine qui ne permet pas d'implémenter de gros problèmes. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait tirer un avantage sur les problèmes complexes, qui du coup prendraient l'âge de l'univers à être résolu, mais c'est quand même des problèmes qui demandent beaucoup de variables pour être encodés. À l'heure actuelle, le nombre de variables avec lesquelles on peut encoder, on peut comment dire, poser le problème sur la machine, Oui, c'est parce pas que, vraiment un problème. excuse-moi, je Oui, te coupe, mais pour bien faire comprendre, le problème, c'est pas tant d'attendre la réponse de la machine, c'est de lui poser la question avec c'est ça, toutes les portes qui vont pouvoir s'ouvrir, c'est etc., ça. pour qu'elle réponde. C'est le nombre de variables suffisant pour poser le problème, et ensuite un immense problème qui, de mon point de vue, que je vois très très peu dans la littérature, enfin dans la presse, on va dire, de vulgarisation, c'est l'erreur. C'est qu'il faut que tu imagines que, alors, tu vas travailler, donc mettons, on va prendre un ordinateur quantique qui travaille avec des atomes. Il y a une boîte française qui travaille avec des atomes. Donc tu as un atome, ce qui n'est pas très grand. Ils disent qu'ils prennent des gros atomes, c'est vrai d'un point de vue de la physique, mais ça reste des tout petits éléments. Ils doivent du coup avoir une source d'atomes unique, donc il faut qu'ils soient sûrs qu'il y ait un atome par un qui sorte. Ensuite, ils doivent le piéger avec des lasers. Donc avec des lasers, ils vont coincer, donc tu vas avoir ton atome au milieu, tu vas avoir des lasers dans plein de directions, qui vont coincer l'atome dans l'espace. Ensuite, ils vont prendre cet atome et le mettre dans une grille. Donc ils vont faire une grille d'atomes, donc un peu comme une boîte d'œufs si tu veux. Ils vont arranger les atomes côte à côte, comme les œufs dans une boîte d'œufs. Ils vont voilà, essayer de les placer spatialement. Et ensuite, pour calculer, ils vont devoir les rapprocher ou les éloigner plus ou moins l'un avec l'autre et appliquer d'autres lasers dessus pour modifier légèrement leur état. Donc sans rentrer dans les détails, tu vois qu'il y a énormément d'opérations. On va littéralement viser avec un laser un atome. Autant te dire que c'est une aiguille dans une botte de foin, c'est comme essayer de pointer un laser sur la Station spatiale internationale depuis la Terre, si tu veux. Mais vraiment, je dis pas un laser calibré dans un super laboratoire. Je dis vraiment toi dans la Non, rue, tu vas te dire, oh, tiens, avec un je vais pointeur. embêter les gars dans la station et je vais pointer un laser en essayant de les viser. C'est ça. C'est qu'à l'heure actuelle, c'est impressionnant qu'on sache le faire.
Et on sait le faire avec un taux d'erreur qui est faible. Donc on est de l'ordre de peut-être quelques pourcents d'erreur. Mais le problème, c'est que si tu dois répéter des opérateurs, mettons tu dois répéter 100 fois un opérateur qui a 1 ou 2% d'erreur, bah tu fais des maths et tu te rends compte que t'as des chances, l'espérance, on va dire, t'as très certainement une ou deux erreurs qui vont se greffer dans ton calcul. Donc même si on a un contrôle qui est fiable, l'erreur fait que si tu veux faire un calcul avec beaucoup d'opérations à la suite, beaucoup de portes quantiques à la suite, tu as l'erreur qui va se multiplier avec elle-même. Et au final, il faut s'additionner et se multiplier. Et très vite, tu vas avoir des calculs qui vont avoir des erreurs. Et donc la méthode qui est utilisée en informatique quantique, c'est tu peux répéter le calcul. C'est ça qui est assez fou d'ailleurs, c'est que tu vas avoir du coup des probabilités d'obtention de l'ensemble de tes solutions, et tu vas considérer que les solutions que tu obtiens le plus souvent sont les solutions de ton problème. Ouais, Si sont les bonnes. modulo une erreur. Sauf qu'en pratique, et c'est là où c'est assez fou de se dire ça en informatique quantique, c'est que la répétition, c'est peut-être 10 000, 100 000 fois. Tu vas 100 000 fois répéter le même petit circuit quantique, avec du coup ton initialisation, tes portes, donc tes opérateurs logiques et ta mesure, et que ces 10 000 fois sont quand même plus rapides que l'informatique classique. Pour un petit problème. Alors pour un problème d'intérêt, donc je ne vais pas te dire qu'il y a une suprématie quantique, par contre je vais te dire que tu peux répéter un très grand nombre de fois, mais on est de l'ordre des microsecondes. On est vraiment sur des opérateurs qui sont extrêmement rapides. Et donc à l'avenir, on se dira que si on réussit à augmenter la taille des ordinateurs quantiques et à diminuer l'erreur, bah, ce sera plus rapide de le faire 100 000 fois avec l'informatique quantique que de le faire une fois avec l'informatique classique. C'est ça qui est assez fou. Par contre, et c'est là où il faut pas, comment dire, faut pas se leurrer, et c'est aussi un élément qui est, de mon point de vue, assez souvent oublié, c'est que le fait de devoir mesurer beaucoup de fois l'état pour être sûr de sa qualité, c'est inhérent au calcul quantique. C'est-à-dire que tu vas manipuler des probabilités dans l'ordinateur quantique, et donc pour faire apparaître, pour te rendre compte qu'effectivement tu obtiens le plus souvent tes meilleures solutions, tu as besoin de répéter plein de fois le calcul. Un exemple que je peux prendre, c'est un dé qui serait truqué. Je te donne un dé, tu dois me dire est-ce qu'il est truqué. Tu seras incapable de me le dire en un lancer. Tu vas obtenir 6. Après, tu vas relancer, tu vas obtenir 1. Puis tu vas le relancer, tu vas obtenir 2. En 3 lancers, tu seras incapable de me dire si le dé est truqué. Par contre, si tu le lances 1000 fois et que tu tires 10 fois plus le 6 que les autres faces, là, tu vas me dire bon, il y a très peu de chances. Commencer à supposer que. Il y a très très peu de chances que ce soit un dé qui soit pas truqué et que juste mathématiquement, ça se quantifie. Ça veut dire que tu peux quantifier la probabilité d'obtenir une certaine séquence, et tu te rends compte que ça tend vers c'est la chance de gagner 1000 fois au loto de suite, quoi. Donc autant te dire que tu as plus de chances que je sois juste un détruqué plutôt que de gagner 1000 fois au loto. Je préférais l'autre solution, mais après, voilà. Alors, j'aimerais revenir sur. Tu parlais d'esprit critique, de zététique en l'occurrence. Alors, on ne l'a pas dit au début de cette vidéo. D'habitude, je présente toujours comment je connais ou pas la personne. Donc, nous, on s'est rencontrés à la REC. Oui. Voilà, la REC 2023, où tu es venu nous voir au stand et on a discuté. Et tu étais d'ailleurs avec Bertrand. Alors, j'en profite pour passer le bonjour à Bertrand via vidéo. Voilà. Bon, bref. D'habitude, je le mets au début de la vidéo et là, j'oublie. Je reviens au moment où tu parlais d'esprit critique et de zététique. Tu parlais aussi donc de business, hein. On sait bien qu'effectivement, il y a la recherche, ça coûte du temps. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est du matériel. Donc tout ça, au final, c'est de l'argent. C'est même beaucoup d'argent. Voilà. Donc il y a effectivement tous les problèmes de financement qu'on peut imaginer. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ils sont différents en fonction du contexte, mais on le voit avec ChatGPT par exemple, où l'ouverture au public à tous les utilisateurs était aussi une méthode de donner des corrections, de donner des variables, de donner des données, de donner des données à l'appareil en l'ouvrant au public, hein. Faut quand même bien se rendre compte de ça. C'était pas juste un cadeau de dire hey, les gars, amusez-vous sur ChatGPT. C'était aussi pour eux un moyen de récupérer des interactions, etc. Bon. Si tu payes pas le produit, c'est que c'est toi le produit, de toute façon. C'est ce qu'on dit souvent. Voilà. Donc, toi, dans l'informatique quantique, tu parlais justement de ce côté business un petit peu, de dire voilà, il y a des financements, il y a des résultats où on a besoin de résultats pour aller chercher les financements. J'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus parce que du coup, tu as aiguisé ma curiosité où là, vraiment, je suis perdu et où je ne connais rien. Et je serais intéressé par le fait que tu creuses un petit peu
sans aller bien sûr dans les fins fonds des choses, mais que tu reviennes sur cette idée où on a vite dérapé, mais je trouvais qu'elle était importante et tu as fait l'énumération d'esprit critique à ce moment-là. Et je pense que c'est important aussi de se rendre compte des intérêts qu'il peut y avoir derrière. Et donc, d'un point de vue le business, comment c'est géré Ah, le de ton business, et côté? je suppose que ce que tu voulais faire allusion, alors je suppose par mon expérience, mais du Mhm. coup elle peut être complètement faussée puisque tu es dans un domaine où j'en ai pas. Euh, je suppose que tu parles aussi d'exposition peut-être aux médias, au public, des résultats. Alors, du coup, c'est ce que je t'ai dit, c'est un petit peu le monde de la recherche en général. Savoir pour te faire un petit peu mon parcours, de base, je voulais pas du tout faire de thèse. Donc je fais une thèse CIF dans le privé, mais donc comme une alternance, et j'avais eu contact donc par mon autre frère, Benoît, de Bonjour à tous les frères, hein. bonjour à tous les frères, Il y a des petites de la sœurs. recherche publique. C'est voilà, il y avait la recherche publique, j'avais pu visiter un labo aussi quand j'étais au lycée ou en classe préparatoire, je sais plus. Bref, j'avais vu cette ambiance de laboratoire où il y avait vraiment une course au résultat. Et il sentait qu'il y avait un labo, il y avait un chef de labo, il y avait 20 personnes qui travaillaient sur des sujets différents, mais qui avaient des financements que pour 5 personnes. Donc il fallait pousser au résultat. Donc c'est une notion, la sérendipité en sciences, c'est laisser le temps pour trouver quelque chose. Bah, je trouvais que ça tue un petit peu la sérendipité, cette course au résultat. Pour le lien avec l'informatique quantique, c'est que c'est un domaine de recherche qui bénéficie de deux choses. La première, c'est que pas mal de boîtes ont raté le coche de l'intelligence artificielle il y a quelques dizaines d'années et qu'elles n'ont pas envie de reproduire cette erreur. Donc, elles investissent de l'argent dans la recherche en informatique quantique pour, le jour où ça va fonctionner, pas être largué par rapport aux autres. Le deuxième aspect, c'est que c'est un domaine de la recherche où on va dire que le retour sur investissement n'est pas, alors, de un n'est pas garanti, c'est, faut être tout à fait objectif, c'est pas sûr que l'informatique quantique fonctionne un jour, fonctionne à une échelle, ça fonctionne à l'heure actuelle, mais fonctionne, ils pensent qu'il y a certaines personnes, dont des physiciens éminents, alors ils sont pas majoritaires heureusement, mais certains physiciens éminents considèrent que ça ne fonctionnera jamais à une taille suffisante pour que ce soit exploitable. On aura toujours l'informatique classique qui fera à peu près aussi bien, voire mieux. Donc, il y a cet aspect-là où il y a besoin d'investir de l'argent dans ce domaine et on n'est pas sûr que ça fonctionne et surtout on n'est pas sûr d'obtenir des résultats rapides. C'est quand tu fais de la recherche à l'heure actuelle, tu peux avoir des applications assez rapides de tes résultats. Mes collègues qui travaillent sur d'autres sujets, ce qu'ils font, ça pourrait être mis en production, pour prendre un terme un peu d'entreprise, ça pourrait être mis en production assez rapidement. L'informatique quantique, il y a le problème d'erreur, il y a le problème de développement des technologies, il y a le problème de est-ce qu'il n'y a pas une meilleure méthode, est-ce que l'informatique classique fait pas mieux sur ce problème-là. Et donc, tous ces éléments-là font que les boîtes ont besoin. Pour moi, il y a un petit peu de budget com, si tu veux. Dans le budget de recherche de l'informatique quantique, il y a aussi un peu un budget com. Il y a montrer qu'on s'investit pour aller chercher des financements, parce qu'il y a ce besoin de chercher des financements. Il y a des grosses boîtes comme IBM, Google, qui ont très clairement plein d'argent à mettre là-dedans. Sachant que des boîtes comme IBM ont l'immense avantage en plus d'être constructeurs de pièces, de petits contrôleurs, donc ils ont aussi l'expertise des gens qui construisent directement. IBM sont, je pense pas trop mouillé en disant ça, sont les leaders dans l'informatique quantique à l'heure actuelle, en tout cas font partie des plus grosses boîtes parce qu'ils ont l'expertise, ils ont la, la connaissance métier de créer la machine. Donc ça réduit les coûts sur plein d'aspects. Mais quand tu prends une boîte qui cherche à juste trouver de l'application, bah oui, il y a cet aspect de dire j'ai besoin de financement, j'ai besoin d'attirer, j'ai besoin de collaborer avec des startups qui elles-mêmes touchent des financements. Et c'est nécessaire à l'heure actuelle dans cet écosystème alors, de mettre en avant ces résultats, mais ça amène certaines boîtes à, de mon point de vue, un petit peu exagérer et un peu à mettre sous le tapis des choses comme l'erreur, par exemple. Ils vont dire que théoriquement, dans un système parfait, dans des conditions optimales, avec un problème particulièrement compliqué pour l'informatique quantique, et bon, particulièrement compliqué pour l'informatique classique, Traditionnel. et particulièrement adéquate à être résolu avec l'informatique quantique, eh ben on va plus vite. Mais c'est plus vite, voilà, sur un petit problème précis et sur telle machine, avec telle architecture qui est optimisée pour ce problème-là. Il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'en informatique quantique, il y a des algorithmes qui ont été développés pour être extrêmement rapides en informatique quantique et extrêmement lent en informatique classique. Ça a été créé des petits. Ça ne sert à rien. Ça ne sert littéralement à rien. Il n'y a aucune application, mais c'est pour montrer que théoriquement c'est possible. Donc c'est intéressant d'un point de vue théorique,
de montrer qu'on est au moins capable de le montrer une fois. Si on est capable de le montrer une fois, c'est que c'est pas impossible. Mais à l'heure actuelle, il y a besoin de cette communication et de cette mise en avant pour toucher des financements. Il y a les financements de l'État français. Il commence aussi, même en France, à avoir des fonds d'investissement privés. Littéralement des gars qui, qui mettent des jetons sur des boîtes et qui, dans 10 ans, espèrent faire un x10, comme en bourse, hein, ou en crypto-monnaie. Ils mettent un peu d'argent en espérant que ça va monter. C'est risqué à l'heure actuelle. Ça va dépendre de tellement de choses. Mais voilà, tout ça pour... je suis un peu parti dans tous les sens dans mon explication. Mais, Non, mais tout ça, c'était très intéressant et puis ça permettait de répondre à la question du coup c'est ça, oui. Non, qui mais t'est pour être posée. sûr de bien répondre à la question, c'est voilà. Voilà. À l'heure actuelle, il y a ce besoin de communication parce que voilà, ce que peuvent donc t'as les boîtes qui construisent l'ordinateur quantique. Donc en France, on est très très bien lotis en termes de boîtes. Il y en a 6 ou 7 que je pourrais te citer. Donc parmi les plus grosses, on a donc Pascal, Alice et Bob et Candela. C'est vraiment des boîtes avec entre 50 et 100 personnes. D'ailleurs, Pascal qui a été confondé par le prix Nobel. Alors, savoir que ces startups-là, alors, je ne me mouillerai pas trop, et ça pourrait être sujet à vérification après, mais les startups sont un moyen pour les laboratoires d'avoir d'autres types de financement. C'est que les labos sont financés par l'argent public, et ensuite, quand tu crées une startup, tu vas aussi avoir d'autres financements qui sont liés à... Donc, tu as le plan quantique français qui alloue de l'argent. C'est des enveloppes donc, qui doivent être données aux labos, aux entreprises donc, et aux startups. Donc, quand tu as un laboratoire, tu bénéficies à la fois du financement laboratoire et du financement startup. Et ensuite, bah, tu as des plans de financement de start-up, tu peux avoir des aides de l'État, etc. Donc c'est un moyen pour eux d'avoir de l'argent sans forcément avoir besoin de montrer tes résultats. Donc il faut quand même que tu montres que tu es avec des gens sérieux. Mais quand tu es backé par un prix Nobel, et bah, le résultat c'est que quelques mois après le prix Nobel d'Alain Aspect, la start-up Pascal a levé 100 millions d'euros pour Comme pousser leur quoi. technologie, ce qui est une levée de fonds record même dans le monde de l'informatique quantique, même dans le monde entier on va dire. C'est quand même un volume d'argent assez immense pour de l'informatique quantique. Et du coup, tu as ces antennes de start-up qui se créent en France et qui sont très très souvent rattachées à un laboratoire pour avoir le plus de financement possible et de proposer un produit. Sachant que l'objectif final de ces start-up, c'est de vendre leur ordinateur. Ils veulent vendre l'objet. Sauf qu'un ordinateur quantique à l'heure actuelle, c'est plusieurs millions d'euros. Et c'est commun à beaucoup de domaines de recherche parce que là aussi, je vais faire comme toi, je vais prendre des pincettes et pour pas l'avoir creusé beaucoup plus que ça, parce que pour moi, c'est un modèle que je connaissais. Donc pour moi, c'est dans ce même modèle, mais peut-être il en échappe et que j'ai pas creusé. Mais il me semble que c'est ce qui s'est passé pour les vaccins avec Pfizer. Ils ont récupéré Pfizer une start-up. qui ont récupéré une start-up qui est C'est ça. BioNTech, voilà, qui était montée par des généticiens, si ma mémoire est bonne, Oui, qui ont c'est ça. fait, voilà, qui ont vendu à Pfizer la recette du vaccin, pour le dire C'est ça. simplement. Voilà. Donc, c'est des modèles communs au final en recherche. Ce que tu dis là, c'est commun. J'aimerais bien que tu reviennes sur Alain Aspect, puisqu'on entend beaucoup parler dernièrement dans la science. Quand on suit un peu la science, forcément, on en entend parler, puisque suite au prix Nobel. Donc, il y aurait cette start-up, levée de fonds, tu disais, levée de fonds record. Mhm. Voilà. Alors, C'est justement, rattaché au labo, c'est ça? Ça m'intéresse là, par contre. Là, je n'ai pas la connaissance, donc du coup. en fait, comment dire? Avoir un labo, être backé par un labo, c'est un petit peu comme avoir travaillé, je sais pas, avoir fait l'armée sur un CV. C'est que Mhm, c'est de la confiance. C'est que ça, comment dire, tu sais que t'es en lien, enfin, en tout cas que ces startups-là vont être en lien avec des gens de confiance, des gens qui ont fait leurs preuves. Et globalement, tu as aussi des programmes où, j'ai appris ça très récemment, j'ai appris ça la semaine dernière. Par exemple, quand tu bosses au CNRS, tu as le droit de partir jusqu'à 3 ans. Alors ça, je vais vérifier aussi. Tu as le droit de partir jusqu'à 3 ans pour monter ta boîte. Et si ça fonctionne pas, tu peux revenir au CNRS. Donc, ils poussent quand même les gens à créer une start-up, créer une initiative on va dire, un peu plus industrielle et moins recherche pure pour essayer de pousser le produit. Parce que c'est ce que disait un inspect à France Quantum il y a quelques semaines. Il y a eu un salon à Station F. Je sais pas si tu vois ce que c'est. non, C'est pas du tout. une pépinière de start-up à Paris. Je sais que enfin, puisque je te coupe encore une fois parce que c'est le moment,
Mais je sais qu'il y a j'ai vu un teaser, alors je parle très mal anglais, donc ça va pas se dire comme ça. J'ai vu un teaser d'une conférence, justement Alain Aspect qui expliquait, je crois que c'était pour alors je sais plus si c'est IDEA, c'est une science ou si c'est l'Académie des sciences, je ne sais plus maintenant parce que c'est toutes les chaînes que moi je suis, justement sur une conférence en octobre sur l'informatique quantique. Qui arrive ou qui est passé? En octobre, non, non, qui sera faite en octobre. Et là, D'accord. c'était juste le teaser. Ok. Bon, je t'enverrai le Euh, lien, mais pour ceux qui ok. écoutent, vous pourrez suivre à ce moment-là si la vidéo n'est. Ok. Volontiers. Voilà. Là, du coup, il expliquait justement à France, enfin, à France Quantum, donc c'était une réunion à Station F, qu'il y avait cette recherche fondamentale, qu'il y avait cette application industrielle, et même si c'est quelqu'un, c'est assez drôle, qui est quand même plutôt dans la recherche fondamentale, ses travaux, en tout cas ses travaux majeurs sont dans la recherche fondamentale, il disait qu'il y avait besoin aussi d'applications, et que l'informatique quantique aujourd'hui avait besoin, alors ça c'est quelque chose que je vois globalement dans ce que j'entends ou dans les conférences que j'ai pu faire, il y a cette connaissance théorique. Moi je suis quand même plutôt comment dire, il y a cette connaissance théorique, il y a cette construction de l'ordinateur quantique, de l'objet, mais il y a aussi besoin, et c'est ce que je fais dans ma thèse, de trouver de l'application. C'est que il faut l'algorithme, la théorie de la meilleure manière d'amener le problème sur la machine quantique. Et c'est aussi une demande. C'est qu'à l'heure actuelle, il y a, comment dire, les news en informatique quantique, tu en as deux types. Tu as le nouvel ordinateur, qui est super, qui est mieux que tous les autres, et regardez, nous chez Google, on est mieux que chez IBM, mais regardez ensuite, nous chez Microsoft, on est mieux que chez Google. Il y a un petit peu de ça en disant oui, mais nous on fait mieux. Et il y a les annonces de suprématie quantique, d'avantage quantique, de regarder, on a fait des super résultats. Que tu parlais Mais tout à l'heure. c'est ça. Donc il y a le truc qui est orienté très résultat, et il y a le truc qui est orienté très machine de base. Mais on va dire que le milieu qui est formuler les problèmes, c'est quelque chose qui n'est pas très visible, qui se voit uniquement quand tu as des résultats. Mais il y a énormément de travail, et la semaine dernière, j'ai suivi une formation qui parlait de ça justement, enfin une école d'été. Le travail qui est fait sur la meilleure manière d'amener le problème sur la machine, donc de traduire le code en ordre sur la machine, donc littéralement en commande sur des lasers, et trouver la bonne manière de le faire, et éventuellement de rajouter un petit peu d'ordinateur classique, bon, pas directement dans le calcul quantique, mais intégrer d'ordinateurs quantiques dans les ordinateurs classiques, un peu les fusionner. Ça, c'est un travail qui est vraiment brillant, que j'ai trouvé vraiment brillant, qui est fait et qui, à l'heure actuelle, n'est pas vraiment mis en avant. Donc il y a plein de petits corps de métier, un petit peu des mains invisibles dans l'informatique quantique, qui ne se résument pas juste à construire la machine et à avoir des super résultats, qui est ce milieu de contrôle, et c'est beau, enfin c'est fou de voir tous les métiers qui rentrent en jeu. Du constructeur de laser, il y a une boîte dans le quantique qui fait uniquement du froid. Ils veulent trouver la meilleure manière de faire du froid dans les ordinateurs quantiques. Il y en a, ça va être voilà, les petites pièces élémentaires dans l'ordinateur quantique, c'est des choses qui sont extrêmement petites, et il y a des défauts des fois. Donc l'idée, c'est de trouver les meilleurs petits composants dans l'ordinateur quantique. Donc tous ces éléments-là, tous ces corps de métier se fusionnent pour faire l'informatique quantique. Et donc pour conclure, donc il y a ces financements. Et par exemple, ce que je fais, moi, l'algorithmie pure, ça peut être financé que par des financements quantiques. Mais peut-être que l'informatique quantique permettra aussi des améliorations dans le milieu de la cryogénie, dans le milieu des lasers, parce qu'on aura besoin de ça. Et pour le coup, bah, déjà, les financements d'amélioration dans le domaine du laser vont profiter de l'informatique quantique. Et réciproquement, tout l'argent qui est investi dans l'informatique quantique pourra aussi servir à l'amélioration des lasers. En gros, c'est de la science, de la C'est recherche. de la science, mais c'est de la science qui est très transverse, et c'est ça qui est C'est ça. simple. C'est ça. Globalement, l'informatique, maintenant, on ne fait plus vraiment d'électronique. Quand tu travailles dans l'informatique, à l'heure actuelle, un informaticien, c'est pas quelqu'un qui va bidouiller les cartes mères, les circuits. Tu vas aller voir un technicien informatique. Mm. Mais informaticien, et quand tu fais l'ingénierie en informatique, tu vas faire du traitement de données, tu vas faire du machine learning, etc. Tu vas plus Ouais. vraiment bidouiller. En C'est plus informatique, dans le logiciel que dans le matériel pour faire simple. en informatique quantique, vu qu'on travaille toujours avec des petites portes quantiques et comment dire, des tout petits opérateurs, on est forcément lié à faire un petit peu du bidouillage électronique et pas forcément directement travailler sur la machine, parce que je sais pas ce que je fais, mais avoir vraiment conscience des limites de la machine. Avoir vraiment conscience de ce qu'elle est capable de faire, de l'architecture, parce que je t'ai dit que tu pouvais du coup intriquer des qubits entre eux. Mhm. Il faut savoir que
le problème donc, s'appelle le circuit quantique, donc, avec l'ensemble, en gros, l'initialisation du système, les portes et la mesure de l'état. On appelle ça un circuit quantique. Et donc, ce que va faire la machine, ça s'appelle l'embedding, ou je n'ai pas le terme en français. Donc, le terme anglais, c'est embedding, c'est la mise en œuvre du calcul du circuit quantique sur la machine quantique. Ben, il va falloir trouver les liaisons entre les qubits. Ça veut dire que tu vas avoir, mettons, des qubits en forme de grille, mais si toi, tu as envie que celui du milieu, il interagisse avec tous ses copains, ben, du coup, tu vas devoir trouver, par exemple, tu vas avoir donc 3 variables à la suite, tu veux faire interagir celle-là avec celle-là, ben, du coup, tu vas inverser ces deux-là, tu vas juste échanger l'état, puis faire le calcul sur celle-là, et ensuite réinverser. Sauf que du coup, toi, quand tu vas créer ton calcul, bah, toi, tu vas juste avoir l'impression de faire ça. Sauf qu'au final, si tu veux échanger ces deux états-là, bah, il faut que l'état fasse ça, puis ça, puis ça. Et ça, du coup, ça demande plus d'opérations, et ça aussi, c'est optimisable. Et ça, c'est des choses auxquelles je peux être amené à travailler là-dessus, qui ne sont pas liées à la machine, mais qui demandent une connaissance, enfin, qui ne sont pas liées à la machine, qui ne sont pas liées au fonctionnement direct de la machine, mais qui demandent une connaissance de l'architecture de la machine pour calculer au mieux. Le but étant, vu qu'on a des ressources limitées et qu'on doit faire le moins de portes possible pour limiter l'erreur, bah, plus tu trouves une méthode optimale, enfin meilleure est ta méthode d'implémentation, et plus rapidement tu vas avoir des meilleurs résultats que les autres et peut-être un jour l'avantage quantique. Donc c'est vraiment la grande différence entre l'informaticien quantique et l'informaticien traditionnel. C'est ça. Ah, si je peux dire traditionnel. Alors c'est non limitatif, il y a sûrement des gens qui Oui, essaient bien de sûr. chercher, mais je pense que c'est vraiment un sous-domaine de l'informatique classique, là où dans l'informatique quantique, c'est obligatoire de s'y intéresser si on veut des résultats. On va dire, si on veut vraiment faire un travail complet, de mon point de vue, ça n'engage que moi, il faut aussi s'intéresser à la méthode, la méthode avec laquelle on va l'appliquer sur la machine. Le problème, c'est que du coup, ça va dépendre de la machine sur laquelle tu travailles. C'est que vu qu'il y a plein de constructeurs qui ont tous leur technologie, chacune des technologies a ses contraintes spatiales, ses contraintes de temps de calcul, ses contraintes de parfois tu peux pas faire certains types d'opérations. Ils ont tous leurs Est-ce que contraintes et donc tu dois t'appliquer. j'ai une question qui me vient à l'esprit pendant que tu parles juste là maintenant là. Justement, on parlait d'IBM, etc. tout à l'heure, hein, donc des géants, il y a des grands géants derrière qui ont des moyens, qui produisent du matériel, etc. Est-ce que justement, on le connaît ça en informatique traditionnelle, j'aime pas ce mot, je sais pas, il doit y avoir un autre mot, mais classique, je pense que tu utilises toi le terme. Oui. En informatique classique, on voit bien, enfin, on a bien vu l'évolution qui était très liée au matériel, hein, avec des nouveaux matériaux, etc., où on gagnait en miniature, donc en puissance, en miniature, miniaturisation du matos, etc. On le voit bien avec nos smartphones qui sont aujourd'hui dans la poche, un ordinateur qui, il y a 20 ans, prenait presque une salle. Enfin, je dis 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'en sais rien, mais bon, tu as compris mon idée. Est-ce que tu penses qu'on va vivre la même chose à terme, ou déjà peut-être c'est le cas, dans l'informatique quantique? Pour cet aspect de... Alors, D'évolution technologique qui pourrait influer éventuellement sur... alors déjà, l'évolution technologique, on n'est même pas sur une question de miniaturisation, on est sur une question de... On en a besoin pour que ça fonctionne. On en a besoin pour que ce soit suffisamment performant, même si l'ordinateur quantique il prend une salle. Hein. Bon, à l'heure actuelle, c'est plutôt des calculateurs qui sont très petits, mais si théoriquement il devait prendre une salle, si ça fonctionne déjà une fois et qu'on réussit à faire un calcul sur lequel on montre une pseudo-suprématie quantique, ce serait déjà bien. Après, pour la miniaturisation, alors, comme ça, c'est pas aussi simple, c'est compliqué. En gros, ça va dépendre du type d'ordinateur quantique. Globalement, au début d'entretien, j'ai dit qu'il y avait besoin d'isoler le système. Il y avait besoin d'avoir une période temporelle dans laquelle tu ne regardes pas ton système, il n'y a aucune mesure qui s'applique dessus. Ce que tu dois, on va dire, ce qui caractérise cette isolation, ça va dépendre de ce que tu utilises en tant que qubit. Si tu as par exemple des électrons, c'est les électrons, donc c'est chargé magnétiquement, donc tu dois l'isoler en magnétique. Un électron, ça interagit avec la lumière, donc tu dois le mettre dans le noir. C'est mieux si ça a une excitation, ça vibre sur lui-même. Donc si c'est dans le froid, c'est mieux aussi. Tu as des contrôles qui sont des supraconducteurs, donc ça fait beaucoup de conditions qui font que, bah, tout simplement, on a rapidement parlé de supraconductivité. C'est sur des températures proches du zéro absolu. Oui, c'est ça, oui, pardon, Donc c'est excuse-moi. moins 273 degrés Celsius, donc, ou 0 degré Kelvin. C'est extrêmement froid. Et à l'échelle de quelque chose de petit,
C'est impossible d'avoir un tel refroidissement. Donc, à ce titre-là, on pourrait penser à du coup faire de l'informatique quantique avec des choses qui demandent moins d'isolation. Par exemple, les photons. Les photons ne demandent pas à être refroidis. Les photons demandent à ce que on ait une température homogène dans le système, parce que la vitesse de propagation va dépendre du milieu, et donc si tu as des variations de température, le milieu va changer, le milieu de propagation va changer, et ça peut influer sur le photon. Mais, à l'heure actuelle, les ordinateurs quantiques qui utilisent des photons sont à température ambiante. Donc ça C'est déjà retire plus intéressant que de retire devoir les des- refroidir à moins de 273. C'est ça. C'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc il y a toujours besoin de l'isoler, etc. Évidemment, il faut que ce soit dans le noir, parce que du coup, il ne faut pas que les photons faut pas que les photons du soleil ou d'une lampe arrivent pour dégrader la mesure. Mais déjà, c'est un peu moins contraignant. Donc, pour moi, il y a certaines technologies qui demanderont toujours, on va dire, un volume minimal spatial pour fonctionner. À Et peut-être cause des d'autres conditions qu'il y a technologies, besoin de mettre en œuvre pour faire les mesures sans perturbation c'est ça. et sans créer d'erreur, du coup. Et peut-être d'autres technologies qui, elles, permettront de les avoir embarquées sur des choses un peu plus petites. À l'heure actuelle, alors, c'est comme dire, est-ce que faut demander, si tu demandes à un homme de Cro-Magnon si un jour on sera capable d'aller sur la Lune, il va te dire non. Et sauf qu'au fait, au final, on a quand même réussi. Donc on est peut-être encore loin et il y a peut-être des méthodes révolutionnaires qu'on n'a pas encore trouvées. Mais par exemple, pour isoler magnétiquement et pour isoler thermiquement, à l'heure actuelle, on a quand même besoin d'un minimum. Donc, à l'heure actuelle, dans un téléphone, pour moi, ce sera pas possible. Dans l'état actuel des connaissances, D'accord, d'accord. personne ne dit qu'on pourra avoir du quantique Sans dans révolution à venir, sans révolution voilà. significative de la physique. D'accord. Oui. À l'heure Par d'aujourd'hui, ton pronostic, ce serait ça. Par contre, là où ça pourrait être intéressant, et c'est, on va dire, les premières initiatives, on va dire, vraiment matérielles, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui s'intéressent vraiment, OVH en France, par exemple, c'était un site web, tu connais peut-être OVH, ils hébergent des sites web où ils font des solutions d'hébergement pour les sites web. Ils réfléchissent à avoir un calculateur quantique dans leur centre de calcul. Et l'idée, ce serait, même pour des services de cloud computing, où vraiment tu envoies ton problème pour être résolu sur une machine et ensuite on te renvoie les résultats, bah, ça pourrait être intéressant de se dire que tu n'as pas besoin d'avoir un ordinateur quantique chez toi. Par contre, si tu peux te connecter très rapidement à un ordinateur quantique sur un service de cloud, envoyer tes calculs et que ça revienne à ton téléphone, bah, pourquoi avoir du quantique embarqué si tu peux, avec Oui. des télécommunications actuelles, la fibre optique, Excuse-moi, mais du coup, le meilleur parallèle que je vois là, moi, en tant que gamer, c'est le cloud gaming, c'est ça. où tu joues avec une machine de base qui ne peut pas faire les calculs Mhm. c'est ce que propose Microsoft, par exemple, avec Azure, si ma mémoire est bonne, avec justement leur cloud gaming, dans le Game Pass notamment, c'est justement de pouvoir jouer avec n'importe quelle machine très faible Mhm. à des jeux qui sont très gourmands, qui demandent beaucoup, beaucoup de calculs en streaming. C'est ça, ça Donc, renvoie ce juste serait ça l'idée. les données. C'est ça. C'est ça. Voilà, bah, faut Ah, que tu dises à l'heure actuelle, la fibre optique, même si tu dois traverser la mer, on va dire, même si tu dois faire une télécommunication à l'autre bout du monde, ça reste extrêmement rapide. Donc, tu le feras, si tu avais ton ordinateur quantique dans ton téléphone, tu le ferais plus vite. Mais c'est pareil, qu'est-ce que tu vas calculer? Quel ouais, est le c'est ça. problème? Quel est le problème sur ton Ouais, téléphone à quoi ça s'applique, ouais. enfin, trouve-moi quelque chose qui met, alors sauf si t'as un très vieux téléphone et qui rame parce qu'il est abîmé, mais trouve-moi quelque chose qui met plusieurs minutes à se faire sur un ordinateur, sur un téléphone. En Ouais. vrai, il n'y en a pas. Alors que, mettons, je sais pas, tu prends les films avec des effets spéciaux, les rendus peuvent prendre des mois. Tu prends Avatar, ça a pris des années et des années pour faire tous les rendus. Donc là, ça pourrait être intéressant. Là, l'ordinateur quantique, il pourrait calculer les rendus. Et juste pour bifurquer un tout petit peu sur un élément dont j'ai pas parlé quand je parlais de l'évolution du calcul quantique et de comment est-ce que ça pourrait être mis en œuvre, à l'heure actuelle, beaucoup de gens disent que les premiers avantages seront sur du calcul hybride. Ça veut dire qu'il ne faudra pas chercher à bêtement faire tout le calcul en quantique. Il faudra identifier, et c'est ce que j'essaie de faire un petit peu dans ma thèse aussi, donc tu prends un gros problème, tu cherches à identifier ce qui est le plus compliqué à faire, ce qui est à la fois compliqué à faire sur l'ordinateur classique et rapide à faire sur l'ordinateur quantique, et tu vas résoudre cette petite partie du problème. Et à Ouais, savoir qu'à l'heure utiliser les actuelle, deux et donner à chacun l'aliment c'est ça. qui lui correspond C'est ça. pour Et puis avoir tu pourrais une même gestion du imaginer, problème. par exemple, tu vois, un ordinateur quantique qui travaille avec des photons, tu pourrais te dire, ok, bah, qu'est-ce qui marche avec des photons? La fibre. Donc ça pourrait être intéressant d'utiliser plutôt pour des télécommunications. Et pourquoi pas,
à l'heure actuelle, bon, c'est un niveau de recherche qui est très fondamental, hein, ce que je vais te dire. Ils réfléchissent à fusionner plusieurs technologies quantiques. Ça veut dire que fusionner du photonique avec d'autres types d'ordinateurs quantiques, l'idée ce serait de coupler les deux. Donc mettons, par exemple, tu peux te dire, j'ai un gros ordinateur quantique avec la meilleure technologie à l'heure actuelle que sont les supraconducteurs. Donc c'est la technologie qui permet à l'heure actuelle d'avoir le plus de variables. Pas forcément le moins d'erreurs, mais au moins le plus de variables. Du coup, je vais faire mon calcul avec mes supraconducteurs. Ensuite, je vais traduire mon résultat avec des photons et je vais envoyer mon résultat avec des photons. On pourrait imaginer ce genre de combinaison qui serait donc classique quantique, voire même quantique quantique. Mais aussi un point qui est important, qui se réfère un peu au téléphone. Là où en informatique classique, tout fonctionne de A à Z avec l'informatique classique, tu as des écrans qui t'affichent qui sont encodés avec de l'informatique classique, etc. L'informatique quantique, on n'aura pas d'écran quantique. On n'aura pas une nouvelle fois, sous réserve, mais Oui, se réserve d'une révolution. le principe fondamental de l'informatique quantique, c'est d'être dans l'incertitude, d'être dans une superposition d'états. Donc si tu dois afficher quelque chose, globalement, tu as envie d'afficher une chose et pas une autre. Donc c'est des notions qui seront toujours, ils auront toujours besoin un peu d'informatique classique. Donc l'idée, c'est à quel niveau ça va être hybridé, à quel niveau on appelle ça un stack en informatique en général. C'est à quelle couche de travail de l'ordinateur, jusqu'à quelle couche va aller l'informatique quantique. Mais il y aura toujours une couche tout en haut où tu auras besoin d'afficher tes résultats et tu auras toujours besoin de traduire de l'information quantique en informatique classique. Rien que Ouais, pour la mesurer et récupérer les résultats. d'accord. Ok, merci. Ben, Timothée, écoute, j'aimerais conclure, si tu veux bien, Ok, pas de souci. cet entretien. On va quand même parler un peu quantique parce qu'on en parle au début, c'est l'objet de tous les fantasmes, etc. Donc, on ne va pas déboîter sur toutes les, euh, les dérives, je vais dire, d'utilisation du mot quantique. Mais j'aimerais quand même qu'on en parle un petit peu parce que je pense qu'il y a des gens qui vont venir voir cette vidéo avec le mot quantique et qui vont un peu avoir peut-être ce bagage-là. Et il serait bien de leur dire justement, donc tu as déjà évoqué une des premières problématiques, entre guillemets, si c'était le mot, du quantique, c'est à savoir que ça me demande des conditions extrêmes. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, ce n'est pas forcément applicable tout le temps Mhm. dans notre environnement quotidien, etc., même s'il peut y avoir des effets. On en a un peu parlé tout à l'heure quand on faisait le débat un petit peu sur le canapé avec les atomes, C'est etc. ça. Mais j'aimerais maintenant, là, voilà. Donc, toi qui es dans le domaine de l'informatique quantique, Mhm. je vais te laisser dire un peu comment tu réagis quand tu peux entendre tout le bullshit. Alors, je sais pas péjoratif, mais c'est vraiment ça. Le bullshit sur le quantique. Hein. Euh, Quelles sont les idées reçues alors pas forcément sur l'informatique, quoique, mais toi, qu'est-ce que tu as déjà dû peut-être être amené à dire à quelqu'un ou à lire quelque chose et te dire non, mais c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire un peu? Le niveau de bullshit sur le quantique, dans ton viseur à toi, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Bah, j'en ai rapidement déjà parlé. Alors, du coup, je vais peut-être plutôt généralement parler du quantique que de l'informatique quantique. Parce que l'informatique quantique, du coup, je l'ai évoqué avec ces articles de presse qui exagèrent, etc. et qui donnent un peu des propriétés à tout. Pour moi, l'aspect plutôt quantique, enfin, tout le bullshit qu'on entend autour du quantique, qui, de mon point de vue, est assez dangereux, c'est. Il parle des notions de base et il considère, comme tu l'as dit, que tout était possible. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, bah, tu as les machines de médecine quantique. Je sais pas si tu avais suivi, je crois qu'on en avait parlé, des, comment dire, la petite diode où tu mettais ton doigt et ça captait Oui. les fréquences dans ton corps. C'est ça. Bah, Il y en avait plein des appareils comme ça, qui d'ailleurs les gens, revendiquaient être quantiques. c'est ça. Parce que du coup, toi, tu es composé de particules. Mais la physique quantique dit que, bah, il y a des ondes et des particules et que c'est les deux en même temps. C'est un des principes fondamentaux de la physique quantique. Et donc, si toi, tu es composé de particules, mais du coup, tu es aussi composé d'ondes. Et donc les ondes ont une fréquence et c'est possible de remettre en fréquence ton cerveau et ton foie, si tu veux. Il y a ce genre de bullshit. Après, donc j'ai fait des recherches un petit peu en amont de cet entretien pour voir ce qui était dit, mais à titre personnel, j'ai jamais trop rencontré. C'était plus des imprécisions, mais on n'était pas. J'ai déjà eu une fois une personne je lui ai dit je fais de l'informatique quantique, elle me fait ah oui bah moi j'ai déjà mis ma main dans une machine de médecine quantique. À ça j'ai essayé d'être pédagogue, comme tout bon zététicien, pas tomber dans le ridicule, mais plutôt dans la pédagogie. Mais je la sentais pas convaincue à la fin. Il y avait cet aspect toujours un peu de réticence. Bon, c'est clairement pas à toi que je vais l'apprendre, mais il y a toujours un peu cet aspect de réticence qu'il y avait, et même si j'essayais d'expliquer au mieux le fonctionnement. Mais pour moi, c'est juste que c'est quelque chose, c'est un domaine de la physique
qui se base sur des choses qui sont très contre-intuitives. La notion de superposition d'états, je sais que à force de travailler avec, je l'ai admise. Je l'ai admis tout comme, je sais pas, la gravité, si tu veux. Je dis, ok, la base, l'univers de base fonctionne comme ça. Il y a une incertitude qui n'est pas visible, qui ne se matérialise pas suffisamment longtemps pour qu'on puisse savoir dans la vie de tous les jours. Donc je peux en faire abstraction dans la vie de tous les jours. Mais quand j'arrive au boulot et que je vais travailler sur ça, on va dire que c'est une doctrine, c'est une espèce de chose qui s'impose à moi en disant ça fonctionne comme ça, je l'admets. Et vu que la nature fonctionne comme ça, bah, c'est compliqué à expliquer. C'est comme, tu sais, c'est un peu l'excuse de pourquoi je devrais faire ça, parce que c'est comme ça, tu vois. Et arrête de réfléchir, juste fais-le. Bah, c'est un petit peu ça. Il faut admettre que la nature fondamentale de l'univers est comme ça. C'est évidemment pas quelque chose qu'on peut enseigner dès le début. Il faut pas commencer ton cours de physique au collège ou au lycée en disant, ok, bon, là, ce qu'on va voir, c'est pas vrai parce qu'il y a la physique quantique, du coup, on va commencer par la physique quantique. Non. Ce qu'il faut savoir, et c'est ça du coup qui rend absurde tous les gens qui associent quantique à des choses, on va dire, macroscopiques, donc des gros objets, c'est que ça ne se manifeste pas sur les gros objets. Donc ce qu'on expliquait sur le canapé, ça ne se manifeste pas. Et à partir de ce moment-là, essayer de trouver des manifestations à cette échelle-là n'est pas pertinent. Et donc si je devais pas conclure, mais donner un petit peu comment dire, un commandement qui serait lié à la méfiance liée à la physique quantique, dites-vous que si on vous propose quelque chose qui relève d'une grosse machine où il y a pas qui n'est pas dans une immense boîte noire de 3 mètres sur 3 avec des frigos, des photons, des lasers et plein de gens en blouse blanche qui vous disent qu'il faut surtout pas s'approcher parce que si vous tapez sur la machine, vous allez détruire leur travail pendant un an. Voilà. Normalement, il y aura pas de physique quantique. Bah, c'est un très bel exemple, ça. Je pense que je le reprendrai celui-là. Tu sais que par exemple, là, donc sur le site de Palaiso, ils vont être obligés de bouger un laboratoire parce qu'ils sont en train de construire une ligne de métro. Et que la ligne de métro est à 1 km, 1 km 5. Et les Et ils vibrations? vont déménager le laboratoire parce que les simples vibrations du métro à 1 km 5 vont complètement fausser leurs résultats. Ça. Pour te Alors, dire à quel point c'est sensible. on ne peut pas parler, même si on parlait, nous, d'informatique quantique, enfin, c'était l'objet de base de cet entretien, mais on ne peut pas finaliser cet entretien si on ne parle pas de l'intrication quantique. Tu en as parlé plusieurs fois. On aurait peut-être dû la définir vraiment à un moment donné, mais je pense que tu On a l'as fait. rapidement parlé, mais Tu on l'as, voilà, pourra. rapidement. Mais effectivement, c'est là où c'est l'objet de beaucoup des fantasmes aussi, et c'est aussi extraordinaire. Il faut quand même se rendre compte. Oui. On est aussi dans l'extraordinaire. Je parle même pas d'extraordinaire, d'émerveillement, de magisme, mais juste de science, vraiment, en soi-même. C'est quelque Ce qui est chose fou, c'est de se dire que d'extraordinaire. le monde marche comme ça. C'est-à-dire que tu peux avoir des films de science-fiction, mais quand tu creuses un peu, ça arrive des fois. Tu trouves des expériences en physique et tu te dis, ah oui, en fait, il n'y a pas besoin d'aller au cinéma, quoi. Il y a C'est des, il y ça. a des propriétés de la physique qui sont tellement contre-intuitives. Bien sûr. Peut-être que dans 1000 ans, on sera habitué. Dans 1000 ans, Bien on se sûr. dira, bon, bah voilà, ça fonctionne comme ça, tu vois. Mais à l'heure actuelle, c'est fou. À l'heure actuelle, c'est fou, on est d'accord. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler, juste pour finir cet entretien, 3-4 minutes, de l'intrication quantique? Donc, bien redéfinir un peu ce que c'est, hein, et de nous dire encore une fois ta vision là-dessus, ce que tu en entends et ce que tu en penses toi et comment c'est dans ton travail. Donc l'intrication quantique, c'est un des principes fondamentaux de la physique quantique, qui permet de faire n'importe quelle opération, enfin, alors, non, qui permet de faire des opérations sur les ordinateurs quantiques. C'est que si tu as juste la superposition d'états, bah, tu vas avoir toutes tes variables et elles vont pas interagir entre elles. Si tu as un système qui est dans un état de superposition et que tu fais interagir deux qubits, donc on va rester sur l'ordinateur quantique pour le début de l'explication. Donc si tu as tes deux qubits, donc tes deux variables, qui sont dans l'état de superposition d'état, donc chacune dans l'état 0 ou 1, si tu veux les faire interagir entre elles, il faut les intriquer. L'intrication, c'est le conditionnement d'une mesure d'un état sur un qubit par rapport à l'état d'un autre qubit. Et donc à partir de là, la propriété qui est assez folle sur l'intrication, c'est qu'elle est non locale. Ça veut dire que, alors, petit terme de physique, tu vas avoir des particules qui font leur vie dans la superposition d'état et vont interagir entre elles et vont conserver la mémoire de cette interaction jusqu'à la mesure. Et donc ça amène à beaucoup de fantasmes aussi. Ça amène à la téléportation, la téléportation physique, on va dire, mais aussi la téléportation quantique. À savoir que même s'il est assez aguicheur, la téléportation quantique, c'est vraiment quelque chose en physique quantique. C'est-à-dire que la notion de téléportation quantique, c'est
quelque chose de, c'est pas fantasmé, c'est pas quelque chose qui a été inventé pour faire de la com. Quand tu parles de téléportation quantique et un physicien quantique, il sait de quoi tu parles et c'est quelque chose qui est effectif. Ça existe. Cependant, et c'est là pour moi le point crucial là-dedans, à titre personnel, je préfère le terme de télécommunication quantique. Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu dois faire l'évolution temporelle un peu l'histoire de l'intrication, donc comme je t'ai dit, tu vas avoir tes particules qui vont arriver, et mettons que ta particule A contienne une information que tu as envie de transmettre à B. Ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir faire une interaction où l'état de A va passer dans l'état de B. Ce qui est fort là-dedans, c'est que l'état de A, bah, ça peut être lui-même un état un peu inconnu. Et donc à partir de là, tu vas pouvoir transmettre un état inconnu, et tu vas simplement dire que B, l'état inconnu, va passer de A à B. Et là, tu as le début de la télécommunication. Ça veut dire que tu vas être capable de prendre un état inconnu et de le transférer à un autre endroit. Et là où c'est extrêmement fort, et ça va amener à des grands progrès en télécommunication, c'est qu'on va être capable de prendre, on va prendre des photons, parce que par la fibre optique, on va être capable d'émettre 2 photons qui vont avoir une intrication qui va impliquer le fait qu'ils vont devoir avoir le même état. C'est-à-dire qu'ils vont devoir se comporter pareil, des jumeaux, si tu veux, des jumeaux parfaits qui vont faire qui vont avoir exactement le même comportement. La règle va uniquement être ça, et vont pouvoir contenir n'importe quel état. Et donc, il faut imaginer que tu as tes deux personnes qui souhaitent communiquer. Au milieu, tu as une source de photons. Là, tu as un photon qui va partir chez le destinataire, un photon qui va partir chez la source. Et lorsque la source va recevoir ce photon, et qui va être sûr que le destinataire a reçu le photon aussi, mais il va pouvoir prendre l'information qu'il doit encoder et l'encoder sur ce photon-là. Et vu qu'ils ont été définis comme ayant le même état, ces 2 photons qui sont partis à 2 destinations différentes, bah, si à la source tu encodes l'information et qu'ils doivent avoir le même état, le destinataire recevra instantanément l'information. Et là où c'est extrêmement fort et ça intéresse énormément de monde, c'est que c'est infalsifiable. Tu ne peux pas, vu que parce qu'à l'heure actuelle, quand tu veux capter une communication, bah, c'est littéralement le gars qui va brancher son petit fil Oui, sur tu le interceptes routeur le message. et écouter, il n'y a pas de message à intercepter. Et même mieux que ça, parce que si le gars va chercher à intercepter ton message, tu vas recevoir ton photon, mais tu vas plus pouvoir encoder l'information dessus. Il sera plus en état de superposition, il sera plus intriqué avec l'autre. Donc toi, quand tu vas recevoir ton photon qui va plus être dans l'état de superposition, tu vas faire « Attends, mais il y a un gars qui est en train d'écouter là. » Donc déjà, il y en a qui pensent à faire à vérifier les lignes avec ce genre de méthode, pour être sûr, donc transférer toujours l'information de manière classique, mais avoir ces photons qui vont être fréquemment répétés pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Et au-delà de ça, à l'avenir, tu pourras juste imaginer 2 photons envoyés, ils sont intriqués, tu as l'information qui passe de A vers B et qui se téléporte. Mais là, du coup, c'est une télécommunication. Ici, il n'y a aucune loi de la physique qui est bafouée. Il n'y a aucun photon qui s'est téléporté d'un endroit à l'autre. Il y a juste 2 photons qui doivent avoir le même état et qui encodent une information. C'est pour ça, du coup, que je préfère le terme de télécommunication quantique au terme de téléportation quantique, parce qu'il n'y a rien qui est téléporté, donc il n'y a rien qui est emmené d'un point A à un point B. Par contre, il y a 2 éléments qui communiquent. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et du coup, bon là, on est d'accord qu'on peut parler de grande distance. Il y avait une expérience qui a été faite récemment, si ma mémoire est bonne, justement sur 2 laboratoires, je pense, différents. Oui, alors je sais qu'un autre des prix Nobel de cette année, Anton Zeilinger, lui a fait sur 130 km une intrication. C'est ça. Voilà, donc c'est des grandes distances. Mais tu as bien précisé, et ça je vais le reprendre du coup, je vais le répéter, hein. Tu as bien précisé qu'effectivement ça ne bafouait pas les lois connues de la physique aujourd'hui. En Voilà. fait, Puisqu'il n'y avait pas de téléportation. Non, il n'y a aucun élément qui est emmené d'un point A à un point B. C'est bien l'information qui est Et transmise. du coup, bah, dans l'absolu, si on devait un jour téléporter des gens sans on va dire, bafouer les lois de la physique, on ferait ça. C'est-à-dire qu'on enregistrerait l'ensemble des informations qui te composent, donc qui composent ton corps. Et tu serais reconstitué. On détruirait ton corps et ensuite ça serait reconstitué ailleurs. Mais ce qu'on enverrait, c'est l'information. Mais l'information, en fait, si tu veux, il y a là où beaucoup de personnes disent l'information est transmise instantanément. Dans ce que je t'ai raconté, il n'y a rien d'instantané. Parce que, vous pourrez imaginer du coup que s'il y a une téléportation, il y a un transfert instantané. Sauf que là, les photons, bah, tu as quand même un temps minimum de connexion. C'est-à-dire que les photons partent du milieu, sont envoyés à droite à gauche. Donc au mieux, c'est la moitié de la distance. Si la source de photons est au milieu, elle a le temps de partir du coup dans les 2 sources avec la moitié de la distance. Parce que chacun des photons va faire la moitié de la distance. Et donc,
Mais à aucun moment, tu as une transmission instantanée de l'information. C'est que moi, si j'ai envie de t'appeler avec cette méthode-là, mais il faut que j'envoie, il faut que je demande à la source d'envoyer un photon, que les photons soit arrivent, et là, tu dises, OK, j'ai reçu mon photon, je le mesure pas, vas-y, encode l'information sur le photon, et ensuite, je vais le lire. Et du coup, il n'y a pas de transmission directe. Il y a toujours le temps de voyage des photons. Simplement, vu que tu es capable de synchroniser les deux photons, les superposer, les intriquer, bah, tu n'as pas besoin que le photon fasse l'aller-retour. Donc Ou au moins, le grand mystère aujourd'hui, et c'est ce qui fait l'objet des fantasmes, le grand mystère, c'est qu'on ne sait pas trop, enfin alors là, je m'avance parce que c'est pas mon domaine, mais on ne sait pas trop a priori, du coup, comment est envoyée l'information à distance entre les deux. en fait, on le sait parce que c'est dans la nature. C'est ça. La nature même de l'élément, c'est d'être dans un état de superposition. Et si tu veux, il faut que tu imagines que quand le photon est émis avec son copain, enfin quand les deux photons sont émis, Son double. son double, alors c'est pas vraiment Non, pas vraiment son double. c'est pas, Ils sont reliés, ils sont c'est reliés. ça, ils sont intriqués. Ils ont signé un contrat à leur émission en disant on doit se comporter pareil. Et cette interaction, c'est-à-dire ils doivent se comporter pareil, est non locale. C'est ça la notion de non-localité, c'est qu'ils peuvent continuer à appliquer cette règle, même extrêmement loin l'un de l'autre. Et donc, vu qu'ils ont signé jusqu'à leur mesure pour se comporter de cette manière-là, bah, lorsque l'un va prendre un état, vu que c'est signé, bah, l'autre va le prendre aussi. Mais faut que tu imagines, c'est comme si les deux systèmes étaient côte à côte. Vraiment, faut imaginer comme si les deux systèmes étaient vraiment collés l'un à l'autre, qui étaient capables d'interagir instantanément. C'était le même système. Faut imaginer, voilà, tu vas prendre deux boules de pâte à fixe, tu vas les coller, et du coup, elles vont interagir pareil. Donc, si tu dois les lancer en l'air, bah, du coup, elles vont toutes les deux avoir la même trajectoire. Mais là, c'est pareil, sauf que du coup, il faut que tu imagines que la physique quantique permet que même si tu sépares ces objets spatialement, ils vont continuer à se comporter de la même manière. Donc, si tu en lances un, bon, c'est pas possible, mais si tu en lances un à un endroit, bah, l'autre va aussi se lancer et décoller. Parce qu'ils ont juste, par définition, par essence, le même comportement. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Timothée, c'était très intéressant. Et Merci de l'invitation. c'est vraiment un sujet passionnant. Merci à toi, bonne continuation pour la suite Merci. de tes études. Merci. Et alors, tiens, pour parler un peu de toi, pour finir vraiment cet entretien, du Mhm. coup, quels sont tes projets professionnels, alors tes projets par la suite? Bah, à la suite de ma Qu'est-ce que tu aimerais thèse, faire? bah, continuer dans le domaine de la recherche. C'est drôle parce que du coup, en amont à mon stage de fin d'études, donc juste avant ma thèse, j'avais pas envie de faire au début une thèse, mais enfin, en tout cas de la recherche, mais la méthodologie de travail on est un peu laissé faut qu'on présente des résultats, mais on est libre pendant plusieurs jours de travailler sur un élément précis qui nous intéresse, et on nous tapera pas forcément sur les doigts, même si ça porte pas ses fruits. On aura quand même enrichi globalement notre connaissance du sujet, donc c'est assez intéressant. Bref, tout ça pour dire que à l'avenir, à la fin de ma thèse, peut-être continuer. Un jour, peut-être monter ma boîte, mais il faudra que j'attende que la technologie. Alors, certains diront qu'il faut commencer avant tout le monde, mais je sais pas si. Voilà. J'ai pas d'idée précise de ce que je veux faire, donc monter ma boîte, mais un jour. En tout cas, continuer dans la recherche, peut-être me rapprocher un peu plus de la machine quantique. Là, je fais vraiment de l'algorithmie. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait des gens qui travaillaient sur, voilà, il y a des gens qui travaillent sur de la correction d'erreurs, des gens qui travaillent sur de l'implémentation optimale des circuits sur les machines. Peut-être un peu plus me rapprocher de ça. Après, est-ce que ça va être dans un grand groupe ou dans une start-up? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est de continuer. Alors, peut-être aussi dans l'entreprise dans laquelle je suis à l'heure actuelle. Mais voilà. Soit grand groupe, soit petite start-up, ou soit monter sa boîte. Bon, ça me laisse un petit peu toutes les possibilités possibles, mais Oui, bah, de toute façon, tu es au début du chemin, donc j'ai envie de oui. dire après, voilà. Ben, merci beaucoup, Merci beaucoup à toi. pour tout ça, merci à toi, et bonne continuation pour la suite Bonne des études. continuation à toi aussi. Salut. Bon,